Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 L'empreinte. 1. Des goûts populaires. L'entrée en 6e en 1987 marqua une étape fondamentale dans ma vie. Pour la première fois, je quittais un milieu exclusivement endogène, rabougri et replié sur lui-même, pour faire l'expérience de la ville, dans un format certes modeste, moins de 10 000 habitants, mais offrant un dépaysement total aux yeux de l'enfant de la campagne que j'étais. Situé à une quinzaine de kilomètres de mon village, l'établissement austère et très Troisième République, qui m'accueillit pendant 2 ans avant le transfert de tous les collégiens dans de nouveaux bâtiments plus modernes, me fit prendre conscience de l'existence des classes sociales en me confrontant à des élèves issus de milieux distincts du mien. À cette époque, l'idée s'était répandue dans le milieu académique que les frontières sociales étaient en train de disparaître en raison de la tertiarisation de l'économie et par conséquent, de la moyennisation de la population, c'est-à-dire son accès à l'enrichissement économique, à la diffusion de la scolarité, à la mobilité sociale supposée découler de cette diffusion, à la consommation de masse, à l'émergence d'une société de loisirs. Chauvel 2002/10-11. Mon expérience fut tout autre. Alors que je n'imaginais pas jusqu'alors que d'autres milieux sociaux puissent exister, je m'éveillais désormais à la différence et à la reconnaissance de mon infériorité sociale. Les 2 termes que je viens de souligner peuvent apparaître de prime abord, quelque peu exagérés. En effet, ma spécificité ne devait pas être aussi flagrante pour les autres que je veux bien le dire dans ces lignes, les enfants d'agriculteurs constituant une part non négligeable de la population collégienne d'un département très rural comme le Lot-et-Garonne. Par ailleurs, le monde paysan est très hétérogène et bien qu'appartenant taxinomiquement aux classes populaires, Tello 1982/34, les propriétaires exploitants comme ma famille, sans rouler sur l'or, ne vivaient pas dans la précarité que pouvaient connaître les ouvriers agricoles par exemple. Il n'empêche, c'est à partir de ce moment-là que commença à germer en moi le désir de m'élever. Cette ambition, qui n'avait absolument rien d'arriviste et de recherche des honneurs contrairement à celle de personnages romanesques comme Eugène de Rastignac ou Julien Sorel, n'était sous-tendue que par un profond désir d'une autre vie, par de la naïveté aussi. En effet, pénétré de l'idée que seule compte la volonté pour parvenir à ses fins, de l'adage populaire du « quand on veut on peut », un point commun avec Annie Ernaux 2013/28, je n'imaginais pas que d'un point de vue statistique, mes chances de succès relèveraient d'une certaine forme d'exception. Chantal Jacquet, 2015/37-38, a bien rappelé qu'un des facteurs de réussite est précisément cette ignorance qui déleste le futur transclasse d'un poids supplémentaire. Comment faire pour m'élever ? Je n'entrevoyais qu'un seul moyen pour atteindre ce but. Continuer tout simplement à bien travailler comme j'avais commencé à le faire dès mon entrée à l'école primaire. Faisant écho à l'existence des héritiers soulignés par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Chantal Jacquet, 2015/145-146, remarque qu'il n'est pas rare que l'aspirant transclasse, conscient de son retard de capital culturel, ce qui ne fut mon cas qu'au cœur de l'adolescence, se mette à lire abondamment et s'il le peut, ce qui n'est pas toujours facile quand on vit dans un village de province et où que sa famille est pas très riche, à fréquenter les lieux culturels. Les livres constituent dès lors une sorte de trésor auquel le transclasse tient énormément, qu'il se met à accumuler, à l'instar de l'écrivain Jean Guéhenno, académicien issu d'un milieu ouvrier. Il n'y avait pas un livre dans la maison où je suis né, et me voici tout assiégé par eux. Ils traînent partout autour de moi, jusque sur le plancher. Ils ont envahi jusqu'à la cave et au grenier. Je les trouve toujours entre le monde et moi. 1961/181. Je connus moi aussi cette boulimie livresque, je l'ai encore d'ailleurs, mais plus tardivement au lycée. Jusque-là, je ne fus pas un grand lecteur à l'exception des bandes dessinées et d'écrits peu importants. Il faut dire que l'exemple familial ne poussait pas vraiment à la lecture. J'ai souvent affirmé à qui voulait l'entendre que le seul livre que possédait la maison où je grandis était l'annuaire téléphonique. J'exagérais à peine. Ne me reviennent en mémoire que le Quid 1985, cet ouvrage encyclopédique qui connut un grand succès dans les années 1980, le Grand Livre de la Chance 1987 présenté par Patrick Sabatier, un livre Guinness des records, Gardien de ma vie de Joël Batz, l'ancien joueur de football,
ainsi que Laissez-moi vous dire, le témoignage de Christine Villemain, la mère du tristement célèbre petit Grégory. Plus que de capital matériel, c'est de capital culturel qu'il me manqua au sein de ma famille. Il n'est pas étonnant dans ce contexte que mon accès au monde hispanophone, auquel mes parents étaient totalement étrangers, provienne non pas d'une lecture puisée dans la bibliothèque familiale, cette église à livres dont parle Annie Ernaux 1984 sur 165, mais de la télévision, seule ouverture sur l'extérieur, Noiriel, 2003 sur 255, concrètement de la série d'animation franco-japonaise Les Mystérieuses Cités des Apostrophes. Or, comme beaucoup d'enfants de la génération 1970 à 1980, ce dessin animé qui retrace le périple dans le Nouveau Monde d'un jeune orphelin d'une douzaine d'années, me fascina en me faisant rencontrer des civilisations inconnues et inimaginables jusqu'alors. Je lui dois non seulement mon envie d'étudier la langue espagnole, mais aussi ma passion pour les cultures précolombiennes. De cette absence initiale de livres, compensée presque uniquement par les charmes de la télévision qui faisait s'écouler plus vite les interminables week-ends et les grandes vacances ennuyeuses, je conserve un goût pour quelques objets d'étude longtemps dépréciés par le monde académique. Je rejoins en cela l'écrivain cubain Alero Carpentier, qui au sujet du roman criminel, écrit « No soy de los que creen que en materia de literatura o de música exista lo que los estetas han dado en llamar género inferior. En arte en todo, propósitos, más o menos elevados, más o menos austeros, pero toda producción del espíritu humano está situada en un terreno dado, y lo importante es que el autor de una partitura o de un libro logre su propósito con la mayor perfección posible dentro de la línea de conducta trazada previamente. 1982 sur 183. Dans mon cas, je m'intéresse en particulier aux bandes dessinées, Balutet 2011B, 2012 GHI, 2013 JKL, 2014D, et dans une moindre mesure aux séries télévisées ou en ligne, Balutet 2007 grammes. Ainsi, en 2005, j'avais entrepris d'abord pour mon propre plaisir, le recensement des bandes dessinées non pas françaises mais francophones. On sait l'importance que revêt la Belgique dans ce domaine, traitant du Mexique. Mon but était à terme de comprendre quelle est l'imagesse de ce pays, donnaient les auteurs en question. Ayant rassemblé plus de 80 titres, la première occasion d'en analyser certains me fut offerte quelques années plus tard grâce à un appel à communication, lancé par l'équipe Romagna de l'Université de Nancy. Dans l'article intitulé « Dessiner le Mexique », qui prend appui sur un échantillon de 13 bandes dessinées permettant un survol de l'histoire mexicaine, de la période précolombienne au XXIe siècle, Balutet 2011b, 343, j'en arrive ainsi à un bilan contrasté mais globalement positif quant à la représentation du Mexique, de sa culture et de son histoire. Balutet 2011b 376 Q'. Un plus ample corpus, dis-je en conclusion, permettrait éventuellement de nuancer. Prolongeant cette étude initiale, j'entamai l'année suivante une collaboration avec la revue La Vie des Bulles dans laquelle j'allais publier 6 brèves recensions entre octobre 2012 et février 2014. Balutet, 2012J, 2013 JKL, 2014D. Dans les pages de ce mensuel critique de la bande dessinée, je me montre dithyrambique sur Aztec d'Andreas en raison du contexte historique et du graphisme merveilleusement maîtrisé. Je souligne la précision et le souci d'authenticité de Cortés et L'. Hors des Aztèques, une bande dessinée appartenant à une collection pédagogique des éditions Larousse, je témoigne de la profonde tendresse pour le peuple mexicain qui se dégage de Tortilla pour les Dalton de René Goscinny et Maurice. Malgré la présence de quelques clichés, je loue la grande connaissance du Mexique de Jean Giraud, alias Möbius, et de Jean-Michel Charlier, les auteurs de la série autour du personnage de Blueberry, ainsi que l'angle adopté dans Pico chez les Aztèques qui présente un discours intéressant sur L'. Origine du chocolat, mais je déplore en revanche, malgré une bonne documentation de la réalité mexicaine, les trop nombreuses fautes de langue espagnole de 500 fusils de Fred Duval, Thierry Caïto et Fabrice Lamy. C'est également dans La Vie des Bulles que je publiais un autre article, sur l'Espagne cette fois et sur notre héros national Astérix, Balutet, 2012H. Mon analyse, éditée entre 2 livraisons sur le Mexique, aborde l'accumulation et le grossissement des stéréotypes déployés dans Astérix en Hispanie de René Goscinny et Albert Uderzo,
qui permettent de se moquer non pas des Espagnols mais des représentations que les Français se font de leurs voisins ibériques. En ce qui concerne les séries, malgré les invitations d'Emmanuel Levagresse de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne qui, depuis 2013, organise tous les 2 ans avec son collègue Sébastien Hubier un colloque sur le sujet, je n'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir pleinement cet objet de recherche, à l'exception d'un article sur une mini-série espagnole diffusée en ligne à la fin de L'. Année 2006, L'eau que surja, Balutet 2007 grammes. À cette époque, la première saison, initiée par un petit groupe d'amis, la plupart étudiants en communication audiovisuelle à l'Université de Valence, battait des records d'audience pour une série sur Internet. Alejandro Melero parle de masse de medio millón de espectadores à fecha de mayo de 2011, 2012 sur 325-326, et suscité l'intérêt croissant des médias nationaux et internationaux. Le sujet, la vie de jeunes homosexuels dans l'Espagne des années 2000, attira mon attention, d'autant que le programme n'était pas sans évoquer la brillante série britannique Queer as Folk qui, en 1999 à 2000, avait été la première à mettre en scène des personnages homosexuels dans des premiers rôles. Mon article, publié dans la revue Inverse, commence par dépeindre, à la suite de Sullivan Le Postec, 2005 AB, l'évolution de la représentation de l'homosexualité dans les séries télévisées. Des années 1950 au début des années 1990, LN' apparaît que par allusion plus ou moins cryptée, tandis que les années 1990 mettent en avant des personnages homosexuels souvent asexués, secondaires, avant la libération des années 2000. Si mon étude s'intéresse ensuite aux clichés véhiculés par la série, Balutet, 2007 grammes, 85 à 90, la partie consacrée à la musique utilisée et aux effets de sens qu'elle produit, Balutet, 2007 grammes, 90 à 93, me semble aujourd'hui la plus novatrice. De fait, après avoir envoyé l'article aux acteurs producteurs de la série, j'eus le plaisir de recevoir 2 courriels de leur part, le même jour, 6 juin 2007, qui corroboraient mes interprétations, notamment musicales. Hola Nicolas. Me llamo Roberto Pérez. Interpreto a Alberto en la série. Y la verdad es que me he quedado impresionado con el artículo que has escrito sobre nuestra serie. A pesar de que no tengo más que noción básicas de francés, he leído el artículo, lo he entendido prácticamente todo, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Et un análisis bastante profundo sobre algo que, a priori, no lo era tanto, y sin embargo todo lo que dice en el artículo se acerca mucho a la realidad. Otros reportajes que no han hecho en otros medios han sido mucho más ligeros o poco acertados, y sin embargo el tuyo capta la esencia de lo que nosotros queríamos con la serie. El análisis musical que has realizado me parece tan acertado, que resulta sorprendente incluso para nosotros. Aunque José, nuestro director, tenía claro el significado de algunas canciones, la verdad es que después de leer tu artículo la demás adquieren quizá más significado del que pretendíamos. Muchas gracias por el artículo. La verdad es que nos encantaría tener un ejemplar de la revista donde aparece. No sé si podrías enviarnos una, o al menos indicarnos cómo podríamos conseguirla. Un fuerte abrazo. Roberto Pérez. Saint Morning. Salut. Je suis José Luis Lazaro, le réalisateur. Estoy aquí con Jordi González, Alex en la série y guionista. Acabamos de leer el artículo, y nos ha impresionado. Muchísima gracia por tanto interés y entrega en tu análisis. Algunos fragmentos no han puesto la piel de gallina. Los dos estudiamos comunicación audiovisual y bueno, hemos leído análisis así de otras obras, y hacerlo ahora de algo nuestro ha sido genial. Esperamos que la segunda temporada te guste tanto como la primera. Ya está grabada y la hemos empezado a montar. A pesar de las ofertas que hemos recibido, de productores externos, hemos intentado seguir con la misma frescura o independencia inicial. Ya no dirás tú si lo hemos conseguido emoticón clignant de l'œil. Como te dijo Roberto en el otro mail,
sería genial poder tener un ejemplar de la revista donde ha aparecido el artículo. Solo que si puedes envíanos varios para el resto del equipo, 2 ou 3. Une dernière fois, merci beaucoup. Et nous nous voyons dans quelques jours, émoticône clignant de l'œil. José et Jordi. Au-delà des recensions de bandes dessinées et du cadre d'objets méprisés par l'institution, dès la fin des années 1990, c'est-à-dire au début de mon parcours de recherche, j'écrivis plusieurs autres comptes-rendus d'ouvrages, littéraires cette fois. Ainsi, en 1999, je commençai une collaboration avec la Fédération internationale des traducteurs qui, dans le cadre d'une de ses revues, Babel, me proposa de recenser 3 œuvres hispano-américaines traduites en français et appartenant à la collection UNESCO d'œuvres représentatives. Dans le premier compte-rendu, qui porte sur Condamné à vivre du Colombien Herman Santamaría, Baluté 2000 grammes, j'établis principalement une comparaison avec Pedro Páramo de l'auteur mexicain Juan Rulfo en raison de l'atmosphère étrange qui se dégage de la ville d'Armero et de la structure fragmentaire du roman qui met en relief l'importance de la mort. Dans la livraison suivante sur Adriana Buenos-Aires de l'Argentin Macedonio Fernández, Baluté 2000H, je me montre très critique sur l'œuvre à l'exception de sa structure. Selon moi, l'histoire n'est qu'une simple et monotone succession de clichés sur l'amour impossible du narrateur, Eduardo, un homme mûr de 45 ans pour une jeune femme, Adriana, de 26 ans sa cadette, qui elle-même est amoureuse d'Adolfo, un jeune homme de 23 ans passant son temps à dépenser son argent au jeu. Enfin, quelques mois plus tard, je publiai une petite recension de l'anthologie Poésie uruguayenne du XXe siècle ne faisant que rappeler les 6 étapes de l'évolution de ce genre en Uruguay, Baluté 2003F. Par ailleurs, en 2011, dans la revue Ibero-Americana, j'écrivis un compte-rendu de Laura Esquivel's Mexican Fiction, un ouvrage coordonné par Elizabeth M. Willingham, Baluté 2011e. 2. Un homme sous influence. Le portrait que j'ai dressé de ma famille dans les premières lignes de ce chapitre ne lui rend pas forcément hommage. Malgré mon désir de m'échapper d'un environnement dans lequel je ne me sentais pas totalement à ma place, je dois pourtant attribuer à mes parents une partie de mon ascension sociale. Bien que leur aide dans les devoirs fût assez limitée, ils me soutinrent financièrement durant plusieurs années, la bourse sur critères sociaux n'étant pas suffisante pour payer un appartement à Bordeaux, les livres, la nourriture, etc. Mais plus encore, je crois qu'ils virent en moi un héros porteur d'aspirations personnelles et collectives. Jacquet 2015/95. En effet, le transclasse est parfois celui qui réalise les aspirations frustrées de ses parents, une sorte de réparateur ou de consolateur, Michelet cité par Bourget 1934/5 ans. Je me souviens combien ma mère, titulaire du certificat d'études et d'un diplôme d'enseignement ménager, souvent la seule voie envisagée pour les jeunes filles d'agriculteurs dans les années 1960, me disait souvent qu'elle aurait aimé être institutrice mais aussi dans d'autres domaines, qu'elle aurait souhaité voyager et animer des colonies de vacances pendant l'été, autant d'activités que j'accomplis depuis ma jeunesse. Titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA, je travaillais, en effet, entre 1994 et 1997 dans 3 centres de vacances appartenant à la Fédération des œuvres laïques du Lot-et-Garonne, Bagnères de Bigorre, Lérac, Biscarrosse, ainsi qu'au centre aéré de Gontaut de Nogaret. Plus que les désirs maternels, je pense que je réalise surtout ce que mon père ne réussit pas à faire en son temps en raison d'une situation familiale particulière, longue maladie et décès d'un unique frère à l'âge de 10 ans, emprise autoritaire de son propre père, abandonner le travail pénible d'agriculteur pour devenir dessinateur industriel. Contrairement à une tradition fortement ancrée dans le monde agricole, mes parents ne me poussèrent donc jamais à suivre leurs pas dans la mesure où eux-mêmes avaient été contraints de mettre un terme à leurs propres ambitions. Au-delà de la transmission parentale, pas forcément verbalisée, mon ambition fut également le fruit d'une identification à un modèle, un trait récurrent chez les transclasses selon Chantal Jacquet, 2015/30-32, 45-46. L'instituteur constitue souvent cette première figure, avant celle de ce grand professeur qui traverse tout curriculum d'étudiants selon Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, 1985/62, dont la manière d'enseigner détonne de celle de ses collègues. Dans mon cas,
Je peux témoigner de ma dette envers Serge Guillot et Yves Aguilar qui, à mon bien modeste niveau, sont comparables pour Albert Camus à Louis Germain, l'instituteur qui modifia le destin du futur écrivain. Preuve en est, cette très belle lettre que l'auteur de L'étranger et de la peste lui envoya quelques semaines après l'attribution du prix Nobel de littérature. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde cette sorte d'honneur. Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus. Camus 2004, non paginé. Si mon ambition intime ne se révéla véritablement qu'au collège, mon goût pour les études s'était manifesté dès le primaire et singulièrement, à partir du CE2 lorsque mes parents, pourtant assez sensibles au qu'en dira-t-on si prononcé dans les communes rurales, s'étaient opposés avec une seule autre famille, au projet de regroupement scolaire entre 3 villages qui m'auraient obligé de faire une vingtaine de kilomètres chaque jour pour me rendre à l'école, alors qu'existait un autre établissement à 6 kilomètres de là. Le regroupement controversé eut lieu malgré les protestations, mais mes parents obtinrent une dérogation pour que je puisse continuer mes études à côté de chez moi. Avec le recul, malgré mon mécontentement momentané de devoir abandonner mes copains et d'être exclu de facto de la communauté villageoise, je remercie mes parents car je reçus dans la petite école communale et multiniveau de Puy-Miquelon une solide formation sous la houlette du très strict Monsieur Guillot. Cet instituteur à l'ancienne, aux méthodes pédagogiques qui lui vaudraient aujourd'hui une révocation immédiate, m'a beaucoup appris et ce n'est pas un hasard si, moins de 10 ans plus tard, lors de son départ à la retraite, je glissais ces simples mots sur le livre d'or qui lui était destiné. Comment remercier un homme qui vous donne pour la vie les bases du savoir ? Lorsque je commençais à écrire et à publier, c'est cette même phrase que je mis en exergue de mon article intitulé « Como pasar de la cartilla ?» Análisis de un instrumento pedagógico en la España del antiguo régimen, Balutet, un 999A. Bien qu'éloigné en apparence de mes recherches futures, ce travail de jeunesse, fruit d'un séminaire de maîtrise, Histoire des livres et de la lecture en Espagne, dirigé par le regretté François Lopez 1934 à 2010, contenait déjà une ouverture vers l'Amérique dans les dernières lignes, tel un nouvel horizon à atteindre. Balutet, un 999A, 99. Plus encore, il s'intéressait à la cartilla, un alphabet de quelques feuillets grâce auquel les enfants apprenaient à lire dans l'Espagne de l'Ancien Régime, un outil d'enseignement encore peu analysé dans ces années-là car méprisé par les chercheurs qui lui préféraient le livre. Non seulement commençait à s'affirmer mon goût pour des objets de recherche marginaux, mais également mon intérêt pour la didactique et la pédagogie, que l'on retrouve dans plusieurs autres publications tout au long de ma carrière. En ce qui concerne Yves Aguilar, je fis sa connaissance à la rentrée 1997 à mon retour de Séville où j'avais effectué mon année de licence dans le cadre des échanges Erasmus. Inscrit en maîtrise LLCE d'espagnol, j'avais suivi son séminaire sur les guérillas en Amérique latine et, la même année, il avait accepté de participer à la soutenance de mon mémoire sur le symbolisme du jeu de balle dans l'ère Maya, le suivant tout de même en pointillé bien que mon directeur de recherche officiel fût Maurice Birkel, 1937 à 2017, spécialiste du Pérou colonial. Cette thématique de recherche était née de mon séjour à Séville où, afin de pallier les carences de la formation bordelaise en la matière, j'avais pris 2 cours sur l'Amérique préhispanique. Historia de la América Prehispanica, Pueblo y Cultura de la América Indigena, d'Alfredo Jiménez Núñez, récemment décédé, qui me fit découvrir l'anthropologie, et Arte Prehispanico, de Maria Jesus Merias Alvarez. Ce fut dans ce dernier que je pris connaissance de l'existence du jeu de balle, une activité qui représente une véritable coupe transversale des cultures méso-américaines,
et que se forgea en moi l'idée de rassembler des documents que je pourrais exploiter l'année suivante en maîtrise. Grâce à la lettre de recommandation de María Jesús Merías Alvarez, je pus accéder à la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, où parallèlement à mes cours de licence, je commençais mon travail de collection. À mon retour à Bordeaux, je me mis à analyser les documents rapportés et à écrire mon mémoire de maîtrise. À travers 3 parties qui témoignent une nouvelle fois de mon goût pour la classification, j'y étudie les règles du jeu et l'équipement des joueurs, les sculptures présentes sur le terrain, marqueurs, sculptures à tenons, anneaux, panneaux, avant d'analyser le symbolisme du jeu qui, selon moi, implique 3 aspects fortement liés, astral, agraire et sexuel. Dans le mémoire comme dans l'ouvrage qui en est issu, le jeu sacré Maya, Balutet 2006a, j'écris ainsi que le jeu de balle dans son aspect rituel est associé au mouvement des astres Soleil et Lune, qui influent sur les saisons et sur la fertilité du cycle agricole et du maïs en particulier, céréale qui représente l'homme lui-même. C'est tout le cycle de la vie qui est ainsi représenté par le jeu. Vie végétale, les astres et le cycle agricole, vie humaine, le maïs-homme et l'utilisation d'instruments évoquant le côté sexuel, balle, palme, anneau, et vie aussi à travers le sacrifice par décapitation qui vient marquer la fin du jeu. Le jeu de balle rituel semble être une allégorie de la vie que seuls les dieux, omniscients et omnipotents, contrôlent pleinement. Balutet 2006a, 73 à 74. Cet essai traduit de même une préoccupation d'accessibilité et de méthodologie, comme il ressort de son introduction. La présente publication poursuit 2 objectifs. Apporter des réponses concernant le symbolisme du jeu de balle dans l'ère Maya, et permettre au plus grand nombre, nous pensons en particulier aux étudiants, de découvrir à travers un aspect particulier de la culture Maya, ce peuple fascinant et au-delà, la Mésoamérique préhispanique. Notre propre expérience nous a encouragés dans cette voie. En effet, alors que nous souhaitions aborder la Grèce antique pour les besoins d'un projet d'étude américaniste, nous nous vîmes confrontés aux limites qu'imposent nos connaissances dans ce domaine, tant du point de vue géographique, historique et linguistique. C'est pourquoi, nous proposons aux lecteurs novices de nombreuses explications en notes de bas de page ainsi qu'un glossaire à la fin de cet ouvrage afin qu'ils puissent suivre les idées, et qu'ils ne se trouvent pas déroutés face à des termes ou des notions inconnues. Balutet 2006a, 12 à 13. Avant la publication du jeu sacré Maya, j'avais dévoilé le contenu de mes recherches dans plusieurs revues universitaires ou culturelles. Ainsi, dès 1999, dans Étude d'un document ethnographique, le Popol Vuh et le jeu de balle dans l'ère Maya, Balutet 1999c, paru dans la revue d'ethnologie de l'Université de Bordeaux, je tente de rendre congruents les aspects mythiques contenus dans le Popol Vuh et les données archéologiques. En 2002, je publiai en espagnol une version très abrégée de la 3e partie de mon mémoire, Balutet 2002a, et répondis à une commande d'Olivier Chartier, rédacteur en chef du mensuel Ulysse consacré aux voyages et aux cultures du monde, Balutet 2002d. Le numéro de janvier-février sur le Mexique proposa donc un article au ton journalistique sur le symbolisme des bas-reliefs du terrain second 1 de Chichén Itzá, complété un an plus tard par une étude scientifique des mêmes panneaux dans la revue strasbourgeoise d'histoire et d'anthropologie Le Détour, Balutet 2003d. Au-delà de l'accompagnement d'Yves Aguila, tout au long de l'année de maîtrise, je pus mesurer encore davantage son talent d'enseignant et de chercheur l'année suivante à l'occasion de la préparation au concours d'enseignement du second degré. En effet, entre 1998 et 2000, au programme du CAPES et de l'agrégation d'espagnol figurait la question Écrire le Mexique qui portait sur la Région más transparente de Carlos Fuentes et sur 2 polars de Paco Ignacio Taibo II. En tant que mexicaniste reconnu, on avait confié cette préparation à Yves Aguila. Je me souviendrai toujours de son humour qui ne laissait personne indifférent, et qui rendait ses cours encore plus intéressants. Avec mes camarades agrégatifs, nous formions à cette époque un groupe soudé où régnait une très bonne ambiance à tel point que, lors d'un cours et pendant qu'Yves Aguila était face au tableau, nous avions tous décidé de mettre devant notre visage une assiette en carton sur le fond de laquelle nous avions dessiné une tête de chat. Ma mémoire étant parfois défaillante, je ne me souviens plus quelle en était la raison mais Yves Aguila, s'étant retourné, avait bien ri et plus tard, avait invité tout le groupe d'étudiants,
une bonne trentaine, ainsi que des collègues de Bordeaux 3 à passer une après-midi chez lui dans sa maison de Prignac-et-Marcan. Outre la découverte du Théâtre impossible, de Federico Garcia Lorca que j'évoquerai au chapitre suivant, l'année 1998 fut donc marquée pour moi par la lecture du premier roman de Carlos Fuentes. Un véritable choc. Je découvris que la littérature contemporaine pouvait se réapproprier parfaitement les anciennes cultures préhispaniques, que ce soit sur le fond comme sur la forme. 3 articles publiés au début des années 2000 en témoignent. Dans un, El lugar del ombligo de la luna. Los elementos prehispánicos en la región más transparente de Carlos Fuentes, traduits en français la même année sous le titre La culture aztèque dans la plus limpide région de Carlos Fuentes, Balutet, 2001a. J'essaye de montrer que le roman met en scène une véritable quête ontologique du Mexique et de la mexicanité accent aigu et prône par l'omniprésence de la culture aztèque à tous les niveaux de la narration, la récupération d'un passé tombé dans l'oubli mais qui constitue pourtant essence du Mexique. Pour cela, je m'intéresse à la caractérisation des personnages, en particulier à Ixa Cienfuegos, au temps du récit et à la structure. À ce propos, le grand apport de cet article, me semble-t-il, est d'avoir montré que plusieurs chapitres se répondent et surtout, qu'ils sont séparés par 52 séquences, un chiffre symbolique chez les Aztèques. Voici ce que j'écris dans la version française. En ce qui concerne la structure du roman, on peut remarquer quelques coïncidences troublantes. On sait que le siècle mexicain comptait 52 années, nombre obtenu par la combinaison des 2 calendriers solaire et rituel. Or, ce nombre correspond au nombre de séquences qui séparent la première apparition physique de Teodula Moctezuma, page 332, et la mort de Norma Larragoiti, page 505, que la gardienne attribue précisément à un acte rituel mexicain. Par ailleurs, on peut remarquer que la séquence où Norma Larragoiti reçoit des rayons du soleil, page 250, astre symbolique, est liée, toujours par ce nombre de 52 séquences, à sa rencontre avec Pimpinella de Ovando, page 459, où la parvenue lui révèle ses origines et retrouve sa vraie identité. De même, la séquence qui ouvre la deuxième partie, page 280, et qui présente un vieil homme qui parle à son petit-fils de la grandeur passée de Porfirio Diaz à son pendant, page 480, où on voit Federico Robles âgé de 39 ans qui, par ses actions, se met à ressembler de plus en plus au général. La séquence Federico Robles, page 227, renvoie à celle intitulée Pour monter sur le nopal, page 458, où Ixa réfléchit à la véritable identité de Robles. La séquence page 339 met en scène Rosa Moral qui laisse son fils malade pour aller travailler, et la séquence page 507 montre la mort d'un autre de ses fils, Rorito, et l'esquisse de son futur qui va prendre la forme d'un mariage avec Ixa Cienfuegos. Toujours de la même façon, Rodrigo Pola fait le bilan de sa vie, page 362, où il expose ce que sont ses vrais sentiments et page 537, commence la séquence intitulée Rodrigo Pola dans laquelle on le voit triomphant, heureux d'appartenir désormais au groupe futile de Bobo. Tous ces exemples montrent, à mon avis, combien les valeurs et croyances mexicaines structurent l'œuvre de manière symbolique. Balutet de 001a, 18 à 19. Dans l'essence du Mexique, lecture de la région más transparente de Carlos Fuentes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.